Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, notre podcast 30 minutes avec, invité Marc Dugénie. Qui est-il? Comment en est-il arrivé là où il est? Son quotidien? Et puis, en quoi son parcours et son discours peuvent être inspirants, tirer les gens vers les hauts. Donc Marc, bonjour. Merci de vous Bon- présenter. Allez-y Marc. Bonjour à tous, et puis déjà merci à toi Eric de me recevoir sur ton podcast. Alors du coup, si je dois me présenter, notamment par rapport à ma casquette de psychologue du sport et préparateur mental, je pense que c'est intéressant de revenir au balbutiement, on va dire aux prémices, bon, alors pas au tout départ, mais lorsque du coup moi je fais du basket et lorsque j'étais plus jeune dans le basket, donc je suivais un parcours tout à fait classique où j'évoluais à un niveau départemental. Et donc, lorsque j'avais 16 ans, donc je jouais dans le petit club de mon village. Et à ce moment-là, donc je jouais dans l'équipe des moins de 17 ans et j'ai été surclassé également dans l'équipe des moins de 20 ans. Et du coup, l'équipe des moins de 17 ans, elle joue à un niveau départemental et l'équipe des moins de 20 ans, elle joue à un niveau régional. Donc, il y avait un vrai décalage de niveau entre les U17 départementaux et les U20 régionaux. Donc décalage d'âge Euh, et décalage de niveau. Exactement. Et donc avec les moins de 17 ans, j'étais vraiment en équipe et tout se passait bien. Avec les moins de 20 ans en région, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu à l'entraînement, mais lorsque venait le jour des compétitions, imaginons que la compétition ça allait être le soir, dès le matin en me réveillant, j'allais avoir la boule au ventre et cette boule au ventre n'allait cesser de grossir jusqu'au soir au moment du match. J'avais vraiment peur et j'étais en manque de confiance en moi sur le terrain. Je me mettais tout au bout du banc pour pas que l'entraîneur m'appelle pour entrer sur le terrain. J'avais les mains moites, la boule au ventre, aux toilettes avant que début de compétition. Bonjour le stress en Euh, fait. Exactement. Une fois que j'étais sur le terrain, quel mon but était de faire le moins d'erreurs possible plutôt que d'essayer de faire des choses. En fait, je jouais pour ne pas rater plus que pour réussir. Et donc, par exemple, dès que je recevais la balle, je faisais juste la passe à coéquipier de manière assez sécuritaire et j'essayais pas ou très peu d'aller marquer ou de faire des choses risquées. Et voilà, donc j'avais peur de ce que mes coéquipiers pourraient penser de moi, de ce que mon entraîneur pourrait penser de moi, de ce que éventuellement ma famille dans les gradins pourrait penser de moi. Donc voilà, c'était compliqué pour moi à ce moment-là dans le basket et j'aurais eu besoin de travailler avec un psychologue du sport ou un préparateur mental, mais j'en ai pas bénéficié à ce moment-là. Et puis bon, aussi il y a 10 ans, c'était moins développé que ça peut l'être aujourd'hui. Donc en fait, c'est le Et donc voilà, stress, le stress, et vous ne vous donniez pas le droit à l'erreur finalement. exactement, Vous cherchiez la perfection, ou plutôt vous cherchiez à ne rien rater plutôt qu'à tout réussir, quoi. exactement. Et puis, en fait, donc il y avait d'un côté la peur du regard des autres et le fait d'être trop exigeant envers moi-même. Peut-être que dans ces matchs-là, j'avais le niveau pour mettre 4 points dans le match, mais que je me disais, OK, il faut que tu mettes 10 points dans le match. Euh, et donc, j'avais des exigences irréalistes par rapport au niveau que j'avais. Et donc, si je perçois que je dois mettre 10 points dans le match pour être un joueur digne de valeur, on va dire, mais que je parviens à n'en mettre que 4, je m'auto-flagelle, quoi. En fait, c'est l'éternel problème Euh, de si je réussis, je suis bon et je vaux quelque chose. Si je ne réussis pas, je suis Exactement, mauvais et je vaux rien. exactement. Et donc ça vous Et a donc, poussé. oui, enfin, du coup, je continue l'histoire, mais en fait, c'est ça, oui. Et du coup, alors, ça n'avait pas de rapport avec ça, mais plus tard, en grandissant, j'ai commencé des études de psychologie, et donc c'est là ensuite que j'ai découvert que, euh, enfin, j'avais déjà entendu le mot préparation mentale, mais j'en connaissais pas beaucoup plus. Et du coup, c'est là que j'ai découvert que ça existait la psychologie du sport et la préparation mentale, et que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, et que j'en suis arrivé jusqu'ici aujourd'hui, que j'ai créé mon site internet et écrit des livres sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de dire que je fais ça pour aider le moi du passé. Et en fait, vous vous êtes aperçu que vous étiez un humain, tout simplement, Mhm, avec une gestion du stress qui peut être positive ou négative. Et vous mhm. avez, donc si j'ose dire, mis les bouchées doubles pour devenir psychologue du sport, préparateur mental, et pour finalement essayer de faire en sorte que les gens ne vivent pas ou ne, ne revivent pas ce que vous avez vécu. Exactement. Parce que du coup, donc, bon, alors, ce que j'ai expliqué que je pouvais vivre, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance.
le stress qui survient en situation dans laquelle on se sent évalué, où on sent qu'on doit effectuer une performance. Et du coup, bah, enfin, c'est la chose sur laquelle je me suis spécialisé et sur laquelle je communique le plus. Et donc, 95% des personnes qui viennent me voir, c'est par rapport à ça et c'est parce que eux aussi peuvent vivre ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je disais aider le moi du passé. Et ces personnes qui viennent vous voir, enfin qui viennent te voir, ce Mhm. sont majoritairement des sportifs, peut-être des musiciens, des cadres d'entreprise ou des citoyens lambda. Euh, la proportion de personnes qui viennent te voir, c'est le panel de gens qui viennent te voir, Ouais, c'est un très grand objectif, je dirais. Et ensuite, les 5-10% restants, et effectivement, il y a des musiciens, des personnes qui préparent des concours, et il peut y avoir des entrepreneurs. D'accord, ok. Donc il y a un panel de la société civile finalement, de tous Oui, horizons, oui, mais ça reste quand même très majoritairement des sportifs. des sportifs, d'accord. Et donc le sportif, des sports en particulier. Un petit peu, mais bon, honnêtement, ça peut quand même aller du bûcheronnage sportif au football en passant par la course de, de voitures radiocommandées. Donc vraiment, c'est très très varié. D'accord, Mais sinon, les sports avec lesquels je travaille le plus, je dirais que ça serait le tennis de table et le foot. d'accord. Et quand tu travailles avec ces sportifs ou quand tu Mhm. vois où tu en es là, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en pensant à tes débuts? Tu te dis, putain, si j'avais eu tous ces outils, j'aurais sûrement pu faire autre chose. Quel est le sentiment À que mes tu as débuts en tant que sportif ou à mes débuts en tant en tant que que psychologue? sportif, quand tu avais ce stress qui t'empêchait de performer, parce que tu t'accordais pas le droit à l'erreur, tu voulais être parfait, Oui. la boule au ventre, alors qu'en fait c'est un phénomène physiologique naturel. Voilà, si tu avais eu tous les outils et toutes les connaissances que tu as maintenant, tu penses que tu aurais pu performer dans ce monde, dans le basket? Je pense pas que j'aurais eu les outils pour devenir pro. Déjà, je fais que 1m81, donc bon, c'est pas forcément facile de devenir pro au basket avec cette taille. J'aurais pu aller plus loin, ou ouais, ou en tout cas j'aurais pu mieux jouer et à ce moment-là, c'est sûr prendre plus de plaisir parce qu'à ce moment-là, je prenais plus du tout de plaisir en jouant. Mais honnêtement, je suis très content d'avoir vécu ça parce que c'est aussi ce qui fait mon parcours, et ce qui fait que je suis devenu aujourd'hui euh, ce que je suis. Et donc, honnêtement, je suis content d'avoir pu vivre ça. Et je dirais que c'est ce qui m'a. Alors, bon, je vais employer des grands mots, mais je dirais que c'est ce qui m'a permis de apprendre à transformer le sport en un outil de développement personnel et je dirais peut-être même presque spirituel. Mhm. Euh, Meilleure et donc, connaissance de soi, voilà, meilleure ouais, relation à soi, clairement. meilleure Et relation à bah, en fait, l'autre. Mhm. le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu et que j'ai raconté au début dans le sport quand j'étais plus jeune, c'est ce qui m'a appris à gérer le stress en fait. C'est ce qui m'a, enfin aujourd'hui, dans d'autres situations de ma vie, quand je peux vivre des événements stressants, j'arrive à, bah, comme tu disais un peu avant, euh, transformer le stress en un élément positif plus que quelque chose qui va m'handicaper. De toute façon, enfin, on le sait Et maintenant. donc Ouais. c'est le sport qui m'a appris à faire ça. Et évidemment, les études et le travail que j'ai entrepris sur moi par rapport à ça. Mais si j'aurais pas vécu ça quand on était plus jeune dans le sport, j'aurais pas appris à faire ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. En fait, oui, puis en plus maintenant tu sais que de toute façon nos meilleures performances elles se font quand même sous stress. Voilà, il y a du stress Oui, bien positif, sûr. quel que soit le cadre d'activité, on est vraiment Mhm, performant, ben, la courbe de U est inversée, hein, que quand mhm, on est stressé, mais c'est du stress positif qui nous rend meilleurs. c'est ça, Voilà. Et c'est ça. en fait, qu'est-ce qui t'a motivé alors ensuite à écrire des livres? L'envie de partager à un plus grand nombre, l'envie de mettre sur page tes connaissances, de les organiser, d'en faire un canevas, un corpus, et puis de partage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bah déjà, en fait, moi, j'étais très curieux et je voulais en apprendre plus et aller dans le détail, la profondeur. Et donc, bah, forcément, j'accumulais des ressources, des écrits, des recherches que je faisais sur le sujet. Et puis, bah, je me suis dit que c'était bête de pas en faire partager. Et en même temps, ça me permettait aussi de profiter de la loi de Feynman,
qui Mm. explique que lorsqu'on enseigne aux autres, c'est aussi quelque chose qui nous permet de mieux retenir On et apprend mieux. souvent ça peut exactement et on retient mieux. Et souvent ça peut me permettre je parle avec quelqu'un de quelque chose et je fais un lien avec quelque chose que j'ai pu écrire une fois. Mm. Parce que bon, du coup j'ai mes livres que j'ai publiés, mais j'ai également énormément de notes dans mon téléphone de choses que j'ai pas publiées. Mhm. Mais en fait j'écris tous les jours. Et donc, enfin, ça me permet de créer beaucoup de connexions entre différents concepts. Par exemple, bon, là, voilà, je viens de citer un concept. Euh, mais donc, oui, j'ai envie de dire que ça m'a un peu transformé en une machine à théorie. Et je trouve que c'est quelque chose qui est utile dans mon quotidien. Euh, mais oui, pour revenir à la volonté d'écrire des livres, c'est euh, le plaisir de partager, je pense. Après, on sait tous, effectivement, tu l'as dit, hein, que quand tu enseignes, eh ben, tu apprends finalement. Mhm, Tu apprends plus que quand tu ne fais que lire ou qu'écouter. Après, il y a le débat, il y a l'engagement, il y a faire des fiches, ce que tu fais tous les jours, relire, réécrire, renoter, transformer. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc, tes livres, en fait, tu as voulu transmettre des connaissances. Est-ce que tu as un rituel d'écriture particulier? Est-ce que tu es quelqu'un de besogneux, c'est-à-dire tu te mets à ton bureau et puis pendant 3 4 heures tu écris, ou au contraire tu es mhm, le jardinier, c'est-à-dire au fil de la journée, il y a des phrases qui te viennent, des concepts qui te viennent et tu notes tout et tu réorganises plus tard. mhm, mhm. Je vois qu'effectivement, du coup, tu connais ce concept de écrivain architecte et écrivain jardinier. Du coup, pour expliquer peut-être un peu plus aux auditeurs, Ouais, tout à fait. c'est ce que Vas-y. tu as dit. L'architecte, c'est celui qui a son rituel, ou en tout cas son moment ou sa plage de, je sais pas, 1 heure, 2 heures chaque jour où il va écrire. Et le jardinier, c'est celui qui attend l'inspiration pour écrire. Et donc, moi, en fait, alors, je suis principalement l'architecte. Alors il n'y a pas de nombre d'heures, mais en tout cas, je m'astreins à nécessairement écrire chaque jour. Et c'est le nombre de mots, peu importe, si c'est 500 mots, c'est 500 mots, si c'est 2000 mots, c'est 2000 mots. Mais il y a quand même un petit peu aussi ce côté jardinier où des fois, il y a des, des éclairs de génie, j'ai envie de dire, qui surviennent Et que et où tu là, je notes me laisse porter immédiatement. par, Mm. oui, que je note immédiatement et parfois, je peux me laisser porter par le flow. Et au maximum, à ce moment-là, je peux écrire jusqu'à 8000 mots d'un coup, quoi. D'accord, ok. Une machine à mots là, à ce moment-là. Une machine à Ouais, à mots. ce moment-là, Après, des fois, c'est juste un éclair qui va me faire écrire quelques petites phrases. Mais des fois, c'est beaucoup plus. Ok. Maintenant, au côté accompagnement, quels sont les blocages Oui. mentaux les plus fréquents que tu constates, toi, chez les sportifs? Je dirais que c'est. Alors, donc, les sportifs qui viennent me voir, c'est notamment des sportifs qui vivent de l'anxiété de performance. Et je vois notamment deux choses qui créent l'anxiété de performance. C'est la peur du regard des autres et l'exigence exacerbée envers soi-même, le perfectionnisme. Hmm. Oui, ce sont des caractéristiques qui touchent autant d'ailleurs les sportifs que les musiciens, les danseurs, les artistes, hein. Ce qu'on appelle le Oui. trac, hein. La peur de l'autre, le Mhm. regard de l'autre, et puis le vouloir être Mhm. parfait, aucune erreur, zéro erreur. Exactement. Alors qu'en fait, on sait Exactement. maintenant que se donner le droit à l'erreur est aussi important que la gestion de sa motivation ou autre. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé la phrase de Mandela, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Ouais. Et Kobe Bryant avait à peu près le même discours, hein, Oui. où il Oui. apprenait. D'ailleurs, dans l'un de mes livres, j'ai détaillé assez précisément le mental de Kobe Bryant parce que je pense que beaucoup de gens ont une vision assez biaisée sur Kobe Bryant, où on le voit comme juste le bourreau de travail qui, j'ai envie de dire, de manière maladive, ne peut s'empêcher d'arrêter de travailler parce qu'il veut gagner tous les titres. Mm. Alors que du coup, j'ai écouté énormément d'interviews de Kobe pour rédiger ce chapitre de mon livre Performance automatique. Et en fait, on comprend que Kobe, quand on va vraiment dans le détail, on comprend que Kobe, il avait déjà compris énormément de choses sur l'aspect mental du sport. Et il avait vraiment une vision, je pense, très saine du sport, où un peu comme ce que j'ai dit précédemment, je pense qu'il le voyait comme un outil de développement personnel et Tout à fait. presque même Et aussi puis c'est spirituel. spirituel sûrement aussi. C'est Ouais, spirituel aussi. ouais, ouais. Moi je me rappelle d'une interview où il y a un journaliste qui lui disait: vous êtes le meilleur joueur du monde.
et vous, Mhm. tous les jours, 2 heures, vous répétez les fondamentaux qu'on apprend en école de basket. Mais pourquoi? Et là, Mhm. il lui répond avec un petit sourire, mais pourquoi vous pensez que je suis le meilleur joueur du monde? Voilà. Mhm. Et c'est ça, en fait, moi, que je retiens dans Kobe Bryant. En fait, tant que tu travailles avec l'enthousiasme, que tu fais tout avec enthousiasme, avec du plaisir, la notion de Mhm. plaisir, parce qu'il en prend du plaisir. Mhm. Voilà. Il en prend du Oui, plaisir. oui, oui. Comme il le dit, hein, c'est pas les titres. Les titres viendront après. Voilà. Par Ouais. contre, le travail. Ça, par contre, c'était je dirais un fou de travail. J'adore Kobe Bryant. Honnêtement, je trouve que sa personnalité est assez exceptionnelle. En tout cas, et en plus, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait verbaliser ce qu'il ressent, ce qu'il explique, ce qu'il pense. Et je pense que ça peut être un modèle, en tout cas. Voilà. Loin d'être Ouais, tout à l'icône fait. intouchable Tout à fait. qu'on pourrait penser. Euh, Est-ce que Ouais, tout à fait. tu peux nous expliquer un exercice mental simple? Voilà. Si la plus, alors je dirais sur tes sportifs, l'exercice mental, parce que finalement, bon, il y en a un paquet, mais on en revient toujours au même. Est-ce que toi, tu as un exercice mental simple que tu proposes? Voilà. Alors sans rentrer dans les détails, hein, sans vendre le secret, mais voilà, est-ce que tu peux nous en présenter un? Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Bah, je pense que, alors, un exercice, alors là, ce sera pas particulièrement sur l'entité de performance, mais un exercice qui peut être utile et facilement applicable par tout à chacun, ça va être la pratique de l'image mentale. Mm. Parce que, enfin, selon moi, c'est quelque chose qui, sans avoir nécessairement beaucoup besoin d'être travaillé, peut permettre d'obtenir des bons résultats, en tout cas sur la performance. Donc, bon, après, il y a plein de manières différentes d'utiliser l'image mentale, mais ça peut être simplement le fait on peut par exemple choisir 3 moments qu'on a pu vivre dans sa carrière sportive, ou même si on est non sportif et qu'on souhaite, je sais pas, par exemple, euh, qu'on est musicien et qu'on souhaite bien performer dans un concours. On va pouvoir sélectionner 3 moments qu'on a pu vivre dans lesquels on a ressenti un fort sentiment de confiance, fierté, force, puissance. Un sentiment de réussite, Euh, voilà, où tout était exactement, bien. Mm. C'est ce qu'on appelle le exactement. renforcement positif pour travailler la confiance en soi, je dirais. C'est ça. Et du coup, on va se replonger dans tour à tour chacun des 3 moments qu'on a vécus par le VACOG, donc Mm. visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, Donc ça, donc c'est les c'est-à-dire les 5 sensations, hein, sens, pour tout le même monde. si, Voilà. c'est ça, Mm. c'est ça. Même si, bon, par l'image mentale, et notamment dans le sport, enfin, le gustatif, c'est très rare. Et bon, l'olfactif, on l'utilise quand même. Ouais, oui, tout à fait. Euh, donc, se replonger dans la scène et essayer de revivre ensuite aussi précisément que possible et quasiment aussi intensément qu'on a pu le vivre lors de l'événement réellement vécu, ce sentiment justement de confiance, fierté, Mm. force, puissance. Et donc voilà, donc prendre le temps de bien s'immerger dans la scène, ressentir ce sentiment, et ensuite passer à la deuxième situation, et ensuite la troisième Mm. situation. En fait, Et donc ça, mm, nos auditeurs ça, doivent c'est un savoir exercice. que en fait, Oui, le vas-y. cerveau, lui, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, finalement. Les cartes mentales et les Ouais, chemins de alors, l'information sont les mêmes, même si, ouais. je veux dire, dans un cas, il y a pas de déplacement de la masse musculaire, ou un déplacement de la masse musculaire moindre, puisqu'il y a un petit déplacement quand même. Mais Mhm, c'est vrai que c'est un outil, en plus, c'est le plus polyvalent. mhm, Motivation, concentration, confiance en soi, gestion du stress. mhm, L'imagerie mentale est vraiment l'outil clé de, mhm. du sportif ou de la personne qui veut travailler sur elle. Quoi. C'est, Ouais. Alors juste pour ajouter un petit peu de nuance, du coup, alors j'ai écrit un livre sur l'image mentale et moi, je sais qu'on peut souvent la répéter, cette phrase de le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginé. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'équivalence fonctionnelle. mm, Mais en fait, alors, c'est vrai d'un point de vue neurologique qu'il y a très peu de différence ou peu de différence entre euh, l'IRM d'une personne qui réalise un mouvement et l'IRM d'une personne qui s'imagine réaliser ce mouvement. Il y a des petites différences, mais peu. Mais voilà, le cerveau fait quand même la différence, c'est-à-dire qu'on sait quand on réalise quelque chose ou lorsque on s'imagine le réaliser. Euh, donc voilà, en fait, moi je dirais que il y a une quasi-équivalence. Donc
Il y a Oui, une c'est une quasi-équivalence caricature de entre. dire qu'il ne fait pas la différence. C'est Oui, juste qu'en fait, oui, il y a oui, une équivalence de chemins neuronaux, voilà, et de circuits de c'est ça, l'information, effectivement. c'est ça. Et tes séances durent combien de temps? Quand tu accompagnes un sportif, tu as des séances qui durent combien de temps? Ouais. Une séance, ça dure 45 minutes. 45 minutes, d'accord. Sur ces 45 minutes, tu répartis ta séance comment? Briefing, pratique et débriefing, sans trahir de secret professionnel. Tu répartis ta Oui, oui. séance comment? Alors, j'ai pas vraiment comment dire, de trame. Alors, bon, déjà, j'ai toujours ma question inaugurale. Donc, ma question inaugurale, c'est avec quoi est-ce que tu viens? Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que la personne qui vient en rendez-vous soit impliquée dans le suivi et que, bah, en fait, c'est elle qui travaille plus que moi. Oui, il faut qu'elle ait une prise de Euh, conscience. faut qu'elle soit engagée dans le suivi et que elle vienne avec du matériel à m'apporter en fait, avec des choses dont elle veut m'amener sur la table et dont elle veut qu'on parle et sur laquelle peut-être que je vais pouvoir l'amener justement, si je perçois que c'est pertinent et utile, à avoir une prise de conscience sur les éléments qu'elle m'amène. Quelle est ta Par définition? exemple, Mhm. Vas-y, excuse-moi, par vas-y, Marc. exemple, si j'ai la perception que s'il y a une femme qui a l'impression que, ou non, on va prendre un truc exemple. Si par exemple il fait du football américain et qu'il a la perception que parce que c'est un Français, il peut pas réussir dans le football américain parce il a pas ce que les Américains ont. Bah là, par exemple, ça va être une croyance sur laquelle je vais l'amener à retravailler et à essayer de voir si on peut pas déclencher ce qu'on appelle un insight, Mhm. c'est-à-dire un peu ce eureka et cette prise de conscience que bah, en fait c'est pas parce que je suis français que je peux pas rivaliser avec les Américains. Mhm. Ouais, c'est faire reset, ou en tout cas transformer une croyance Ouais, c'est qui te ça, rend dysfonctionnel en croyance qui te rend fonctionnel, en fait, qui te valorise. exactement, D'accord. Quelle est exactement. ta définition personnelle de la performance, de la réussite? On parle beaucoup et souvent de Alors, performance, de réussite. Quelle est ta définition à alors toi? moi ma définition c'est un peu ce qu'on appelle la via negativa, c'est-à-dire plutôt que de chercher à toujours ajouter des choses, apprendre à retirer le superflu. Et du coup, alors je pourrais dire mon équation de la performance, c'est performance est égal à le potentiel d'un individu moins les interférences, parce que bah, justement, C'est Tim notamment sur Galloway, ça, l'anxiété de performance, c'est l'équation du jeu oui, intérieur de Tim Galloway, si je me rappelle bien. exactement, exactement. Donc, Mais du coup, c'est la définition que je reprends hmm, et que j'aime bien. c'est la plus belle, je pense. Et C'est la donc, plus simple. ouais, ça permet bien aux gens d'expliquer comment est-ce que moi je travaille. C'est-à-dire que je viens retirer les interférences qui empêchent la personne de performer pour lui permettre euh, de débloquer son plein potentiel. Hmm. J'aime bien cette équation rajoutée multipliée par la motivation. Parce que dans la motivation, tu as une notion d'intensité, de direction et de persévérance. Mhm, Et j'aime bien rajouter cette petite multiplication. Mais j'aime bien cette équation, mhm, effectivement, ta vision qui est simple. Hein, voilà. Finalement, l'humain est mhm. finalement assez simple, en tout cas en apparence. Mais ouais, c'est une chouette équation. Et donc, partant de là, selon toi, comment le mental influence-t-il les autres sphères, je dirais, de la performance, que sont la technique, le physique ou la tactique? Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. En fait, le mental est un des quatre piliers de la performance. Oui, Il y a la technique, il y a le physique, il y a la oui, tactique et il y a le mental. Et comment, oui. selon toi, le mental influence-t-il ces trois autres piliers? Voilà. Puisqu'en Bah, en fait, fait, pour moi, il faut voir le mental comme le terreau des trois autres piliers, qui est en fonction de la qualité de ce terreau, celui qui va permettre que les fleurs, j'ai envie de dire, du physique, de la tactique et de la technique vont pouvoir fleurir le mieux possible. et se C'est un peu développer. un coefficient multiplicateur. Hmm. D'accord. Donc, Si on a un terreau qui a un coefficient multiplicateur de fois 0,7, on aura besoin de fournir moins d'efforts pour les développer que si on a un coefficient multiplicateur 2 fois 0,3. hmm. Donc d'où l'importance de réel mental pour pouvoir arriver à plus de résultats. Alors je dirais pas en faisant moins d'efforts, mais que les efforts se fassent plus naturellement. En travaillant différemment. Voilà. Peut-être pas travailler C'est plus, mais ça, travailler différemment. Euh, c'est ça. est-ce que
quelle est ta vision du sport actuellement sur la prépa mentale, voilà. Selon toi, est-ce que la prépa Ma mentale, vision du sport? en fait, la vision de la prépa mentale dans le sport, est-ce que tu penses que la prépa mentale a sa place ou elle en est encore à ses balbutiements, où il y a encore une méconnaissance de la préparation mentale? Alors, bon, déjà, évidemment que je suis pas satisfait aujourd'hui de la place de la préparation mentale et du mental dans le sport. D'autant plus qu'on peut voir un peu un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est-à-dire que quand on va demander à des personnes, OK, selon toi, à quel point le mental c'est important dans le sport, tout le monde et tous les acteurs du sport diront que c'est primordial. Hmm. Mais par rapport à ce qui est fait, il y a, Mais je vais pas personne dire ne le qu'il n'y a pas travaille en grand-chose, mais en spécifique, tout ouais. cas, Hmm. ouais, ou très peu. Ou souvent c'est une démarche qui est faite plus par les sportifs eux-mêmes qui vont voir des préparateurs mentaux, plus que des choses qui sont insérées dans les clubs. Hmm. Ou Euh, dans les fédérations après, d'ailleurs. ou dans les fédérations exactement. Après, pour nuancer mes promos, je dirais quand même que je m'intéresse plus à euh, ce vers quoi on se dirige que là où on en est. Et j'ai quand même l'impression qu'on prend plutôt le bon chemin, même si j'aimerais bien qu'on le prenne plus rapidement. Un peu plus rapidement, ouais. Et finalement, quel conseil tu donnerais à un jeune sportif ou à un moins jeune en manque de confiance, en perte de confiance? Quel conseil Je lui pratique? dirais, pratique. Alors peut-être d'aller voir déjà un psy ou un préparateur mental, mais voilà, si un jeune sportif, comment je peux faire pour avoir plus de confiance en moi? Alors tu as parlé de la visualisation tout à l'heure, qui est une partie Mhm. du travail de la confiance en soi, mais est-ce que tu lui parlerais d'autre chose? Est-ce que tu lui donnerais... Bah, en fait, oui, oui. Bah, déjà, en fait, moi, j'utilise assez peu les outils pour travailler, par exemple, la confiance. Et j'utilise beaucoup plus ce que je te parlais avant d'Insight. Je lui dirais que la confiance en soi, c'est pas entrer dans une pièce et ne pas ressentir le. Non, pardon. Je lui dirais que la confiance en soi, c'est pas entrer dans une pièce et se dire je suis le meilleur de la pièce. Je lui dirais que la confiance en soi, c'est entrer dans une pièce et ne pas ressentir le besoin de se comparer aux autres. Hmm, Et que la confiance en soi, de où est-ce que ça provient? Ça provient du sentiment de fiabilité hmm, et donc de est-ce que je suis fiable envers moi-même? Par exemple, les adeptes d'une secte vont avoir une confiance aveugle dans la secte parce qu'ils savent qu'elle est très fiable. Si le gourou dit que, euh, j'en sais rien, si tu donnes pas 200 euros ce mois-ci à la secte, on va te couper le bras, les adeptes savent que c'est réellement le cas. La hmm. vérité est très forte. La motivation est Et forte, donc, oui. Hmm, alors là, je préfère le terme de fiabilité. d'accord. Parce que si on dit quelque chose, on le fait. Si le gourou dit que si tu donnes pas de temps, on va te couper le bras, eh ben, il va être fiable. Enfin, les adeptes savent qu'il sera fiable et il le fera, même sur des choses extrêmes. Euh, et de la même manière, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour avoir, enfin, pourquoi est-ce que par exemple les Mexicains n'ont pas confiance en leur gouvernement? Parce qu'ils savent que les lois ne sont pas nécessairement appliquées Hmm, et qu'on on peut discuter avec la police, quoi. hmm, Alors que, par exemple, en Allemagne, les habitants ont plus confiance en leur gouvernement parce qu'ils savent qu'une loi sera appliquée. hmm. Et donc, c'est pour ça que je parlais de cette notion de fiabilité. D'accord. Et donc, c'est pouvoir ériger pouvoir un peu être capable de créer son code personnel, de créer ses lois personnelles que si je le dis, je le fais. D'accord. Et il faut que cette exigence soit placée au bon endroit, c'est-à-dire sur le processus plus que sur le résultat. Hmm, Et donc, l'exigence que par exemple, moi, j'avais l'exigence quand j'étais plus jeune de devoir mettre 10 points en match. hmm, Mais du coup, ça, c'était une exigence placée au mauvais endroit, étant donné qu'elle était placée sur le résultat plutôt que sur le processus. hmm. Donc, l'idée, ça aurait plutôt été, euh, mon exigence et ma loi personnelle, c'est de m'entraîner 2 heures ou peu importe le nombre d'heures, en plus de chacun de mes entraînements avec le club. Hmm. Et donc, si lorsque je dis quelque chose, que ce soit de moi-même envers moi-même, mais aussi de moi envers quelqu'un d'autre, je le fais, c'est quelque chose qui va améliorer la confiance que moi je peux avoir envers moi-même, mais aussi que les autres peuvent avoir envers moi.
D'accord. Eh bien, écoute, il nous reste une petite minute. Ok, Peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut, site internet, page ouais, Facebook ou autre? ouais, Quels sont les ouais, sites, les réseaux, les livres sur lesquels on peut te oui. suivre? Ok. Alors là où est-ce qu'on peut me suivre, c'est bah, déjà sur mon site sportmental.fr et là on peut de par là s'inscrire à ma newsletter. J'envoie une newsletter par semaine depuis 5 ans maintenant. Sinon je suis aussi un petit peu actif sur LinkedIn. Si des gens sont intéressés pour acheter l'un de mes livres, je pense que celui qui est le mieux pour commencer, c'est la préparation mentale en sport. D'accord. Et tu as une page Facebook, une page Instagram? J'ai un profil personnel Instagram, j'ai un groupe Facebook sur lequel je suis plus très actif qui s'appelle la préparation mentale du sportif. Voilà. Ok. Ben écoute, merci Marc pour cette demi-heure. On aurait pu parler des heures, hein, tellement le Merci sujet beaucoup est à toi. vaste, que ce soit l'humain, le Oui, sportif ou les outils et méthodes. Mais en tout cas, merci de cette demi-heure consacrée à ce podcast. Je te souhaite le meilleur pour tes projets et merci puis beaucoup à toi, pour Eric. tes accompagnements. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous écouter encore une fois de plus. Merci à tous. Merci Merci à Marc. tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au